Donc d'abord, un bref rappel sur ce qu'est la marche. Donc c'est un phénomène complexe qui a été défini par Perry, notamment en 1992. C'est un phénomène complexe car il permet le déplacement d'un individu vers l'avant et donc il permet son autonomie, c'est un phénomène essentiel pour l'être humain. Et notamment, il est permis par la coordination des mouvements des membres supérieurs et inférieurs. C'est un mouvement qui est répétitif, on parle d'un cycle de marche. Donc on peut voir ici que le cycle de marche est composé de deux principales phases, donc une phase d'appui du membre inférieur et une phase d'oscillation. La phase d'appui est elle-même décomposée en trois phases, donc deux phases d'appui et une phase où le membre inférieur est en simple appui. Quel est maintenant le rapport entre ces phases du cycle de la marche et l'apparition force de réaction du sol? Donc on peut voir ici en bleu la composante verticale de la force de réaction du sol. Vous avez aussi une composante antéro-postérieure en vert et une composante médio-latérale en rouge. On va s'intéresser dans cette étude à la composante verticale en bleu qui présente donc, comme on le voit ici, deux pics. Le premier pic correspond à la phase juste après la pose du talon au sol. Donc c'est la phase où on commence la mise en charge du poids du corps sur le membre inférieur qui est en appui. On a ensuite une phase d'allègement du poids du corps au moment où le corps est au-dessus et en appui au-dessus du membre inférieur. On passe ensuite, donc là c'est ce qu'on appelle au début un pic d'amortissement parce qu'on a un freinage à ce moment-là. On passe ensuite à un deuxième pic de force au moment où on a la poussée par les orteils au niveau du sol afin de permettre l'avancée du membre inférieur vers l'avant et de passer en phase d'oscillation. Donc on décrit un pic de propulsion. Quel est donc l'intérêt de définir et de caractériser les profils qui vont pouvoir se dégager par l'analyse des pics de force? L'intérêt, ça va être de pouvoir définir un patron de marche de référence afin de permettre la comparaison avec des démarches pathologiques. On a notamment des études qui vont étudier la répartition des pics de force et la répartition de la force au cours du cycle de marche chez des patients après un AVC en comparaison avec des sujets sains. Donc on voit ici que les pics sont largement modifiés. Aujourd'hui, donc, on étudie dans les études la variation de la force en amplitude et notamment les pics, mais il n'existe pas aujourd'hui d'études qui étudient les variations d'un pic par rapport à l'autre, donc le pic d'amortissement par rapport au pic de propulsion. Et donc c'est ce qu'on va chercher à faire dans cette étude afin de définir un profil qui va être plus amortisseur ou un profil qui va être plus propulseur. On définit alors, grâce à ces profils, des stratégies motrices. L'objectif, ça va être dans cette étude donc, de définir des profils qui vont être propres aux individus et qui vont varier avec la vitesse, mais également avec l'âge. Donc on va pouvoir aussi mettre en lien les variations de ces profils de force avec l'âge et notamment les troubles de la marche qui vont apparaître avec l'avancée en âge. Donc les hypothèses pour notre travail sont d'abord qu'il existe une différence effectivement de répartition des pics de force de réaction du sol sur la composante verticale en fonction de l'âge. Et également, on va avoir une variation de cette répartition en fonction de la vitesse. Donc dans cette étude, on a eu une population qui a été composée de 52 sujets sains, âgés de 20 à 60 ans, et 19 sujets âgés de 65 ans. Donc on voit une moyenne d'âge pour le groupe contrôle de 42 ans et de presque 73 ans pour le groupe âgé. Le protocole qui a été mis en place a été fait pour tester les deux groupes à vitesses de marche différentes. Donc on a commencé d'abord par définir la vitesse de marche de confort des personnes sur un test de 10 mètres.
On a ensuite fait donc passer ces personnes sur un tapis de marche instrumenté. Donc vous voyez une représentation ici, donc c'est le tapis Zebris qui permet une analyse des forces et pressions plantaires. Donc vous voyez ici les représentations des forces. Plus elle est rouge, plus la force appliquée au sol est importante. Et on a fait passer donc ces sujets à 3 vitesses différentes. Donc la vitesse de confort déterminée sur 10 mètres, cette même vitesse moins 10% et plus 30% de la vitesse. Ils sont passés de façon aléatoire aux 3 vitesses différentes et les mesures ont été répétées. L'analyse a été faite en identifiant les différences entre le premier et le deuxième pic de force, donc amortisseur et propulseur, en normalisant les forces par le poids du corps, et l'analyse a été faite au niveau de la jambe dominante. On a donc pu définir, comme je le disais précédemment, 2 profils. Un premier profil amortisseur lorsque le premier pic de force est supérieur au deuxième, et un profil plus propulseur, comme on peut le voir ici, où le deuxième pic de force est supérieur au premier. Donc ici, on a effectivement un profil propulseur. À vitesse de confort, on a observé que les 2 groupes, que ce soit le groupe contrôle ou le groupe AG, ont présenté une répartition majoritairement sur le profil propulseur. Donc là, c'est la répartition en fait du nombre de personnes dans chaque groupe qui est présentant le profil. Donc à vitesse préférentielle, à vitesse de confort, les sujets, qu'ils soient contrôle ou AG, présentent le même profil propulseur, donc ils vont plus avoir une force importante au niveau de la poussée par les orteils pour l'avancée du membre vers l'avant. Pour ce qui est d'une vitesse plus élevée, on s'aperçoit que le groupe contrôle change lui de stratégie. Il devient plus amortisseur avec l'augmentation de la vitesse, tandis que le groupe AG, lui, reste propulseur malgré l'augmentation de la vitesse. Pour ce qui est des variations du profil en fonction de la vitesse pour le groupe contrôle, on voit qu'à vitesse moins 10% et à la vitesse de contrôle, les sujets contrôle donc sains vont présenter un profil majoritairement propulseur, et à vitesse, comme je l'ai dit avant, à vitesse plus élevée, ils vont passer sur un profil amortisseur. Les sujets âgés vont avoir une stratégie motrice inverse, c'est-à-dire qu'à vitesse plus lente, ils vont être majoritairement amortisseurs, et avec l'augmentation de la vitesse, que ce soit vitesse de confort ou une vitesse plus élevée, ils vont avoir un profil qui est majoritairement propulseur. En ce qui concerne les variations des valeurs en elles-mêmes des pics de force, donc là qui sont ici normalisés par rapport au poids du corps, on observe qu'avec l'augmentation de la vitesse, pour le premier pic de force, donc le pic d'amortissement, on a une augmentation de ce premier pic de force avec la vitesse uniquement chez le groupe contrôle. On ne retrouve pas de variation avec la vitesse pour ce pic de force chez la population âgée. Par contre, on observe bien des différences significatives entre les valeurs des pics de force pour le groupe contrôle et pour le groupe AG, qui a des valeurs significativement plus faibles que le groupe contrôle. Pour ce qui est du deuxième pic de force, ici on n'a pas retrouvé de variation significative avec la vitesse, même si le groupe AG tend à montrer une augmentation avec la vitesse au niveau des valeurs des pics de force. On retrouve toujours par contre cette différence entre les 2 groupes, le groupe contrôle et le groupe AG, qui a des valeurs significativement plus faibles. Donc, cette étude nous a permis de définir un profil de référence qui va être celui du groupe contrôle à vitesse de confort, qui est donc un profil propulseur avec un pic de force, le deuxième qui apparaît à la marche, qui est plus important. Grâce à ce profil de référence, on peut effectivement dire qu'on observe des variations liées à l'âge et à la vitesse de marche. Et on peut se baser sur ces observations. D'après l'étude de Horst en 2017, les patrons de marche définis par les pics et les variations de la force de réaction du sol sont des caractéristiques des individus. Ils ont fait passer en fait les sujets à 1 an d'intervalle, ils ont retrouvé les mêmes profils de force à 1 an d'intervalle.
Donc l'âge influence effectivement les profils de marche que l'on a définis, amortisseurs et propulseurs. C'est ce qu'on retrouve dans 2 études, en 2013 et 2018, qui analysent le pic de propulsion chez les personnes âgées et retrouvent effectivement que le pic de propulsion va être diminué comparé à un groupe contrôle. Nous, ce qu'on retrouve dans notre étude, c'est qu'en plus, le pic d'amortissement est également diminué chez les personnes âgées comparé au groupe contrôle. L'âge influence donc les stratégies motrices des personnes et on peut mettre ça en lien avec les évolutions liées à l'âge, notamment la diminution de la masse musculaire et les troubles de l'équilibre. L'hypothèse avancée dans 2 études qui étudient également ces paramètres, donc Winter et Schmitz, c'est que les personnes âgées ne présentent pas d'adaptation avec l'augmentation de la vitesse due à une augmentation de la raideur de leurs muscles et donc qui ne seraient plus capables de modifier les stratégies motrices avec la vitesse. Pour le groupe contrôle, on a obtenu des résultats contraires à ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'on s'attendait avec une augmentation de la vitesse à avoir des sujets qui allaient être plus propulseurs pour avoir une avancée plus efficace vers l'avant. On retrouve qu'avec l'augmentation de la vitesse, ils deviennent amortisseurs. Cependant, ce sont des résultats que j'ai retrouvés dans 3 études différentes. Donc celle de Nielsen en 89 qui retrouve des valeurs au niveau des pics de force sur la composante verticale qui sont effectivement augmentés. Donc le premier pic de force, uniquement, qui est augmenté avec la vitesse, c'est-à-dire que uniquement le premier pic de force augmente quand le pic de force, le deuxième, reste constant, ce qui fait qu'on passe d'un profil propulseur à amortisseur, comme on peut le voir ici. Donc là, c'est l'étude de Lee et Hamill en 2002, où on voit effectivement que le premier pic de force augmente avec la vitesse, quand le deuxième pic de force, lui, reste à peu près stable. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. On avait des sujets qui étaient majoritairement propulseurs à vitesse de confort et à vitesse lente. Et avec l'augmentation de la vitesse, on a uniquement ce pic qui varie en amplitude et donc fait passer d'un profil propulseur à un profil amortisseur. Les limites de notre étude, c'est d'abord que les personnes âgées qui ont été recrutées étaient des personnes âgées institutionnalisées qui ne présentaient pas de troubles à la marche, mais on peut supposer qu'elles vont avoir des capacités réduites comparées à des personnes âgées qui ne le sont pas. Et également, dans l'étude, on n'a pas pris en compte l'influence de la forme du pied. Or, il y a une étude qui est récemment parue qui spécifie que les personnes avec un pied creux vont avoir un pic de force d'amortissement qui est plus important, quand les personnes avec un pied plat vont avoir un deuxième pic de force, donc de propulsion, qui va être plus important comparé à des gens qui ont un pied dit normal ou physiologique. En perspective de cette étude préliminaire, il serait intéressant de réaliser la même étude en ajoutant une électromyographie. L'activation des fléchisseurs plantaires est fortement corrélée notamment au deuxième pic de force, donc il serait intéressant de regarder cela également. On pourrait également voir cela chez des personnes qui présentent des troubles de la marche et notamment des douleurs qui apparaissent à la marche, plus particulièrement chez des personnes qui ont des troubles vasculaires, qui créent des douleurs lors d'un effort. Également, en perspective, on pourrait réaliser cette étude chez des pratiquants de marche athlétique afin de voir l'effet de la fatigue sur les profils que l'on a définis. Or, aujourd'hui, les études sur la marche athlétique et les forces de réaction du sol sont assez contradictoires au niveau des résultats présentés. Donc, il faudrait participer aussi à définir un profil chez les pratiquants de marche athlétique. Donc, en conclusion, notre étude a donc permis de définir un patron de marche, donc amortisseur ou propulseur, qui va varier en fonction de l'âge ou de la vitesse. L'intérêt de cette définition, ça pourrait être en rééducation. On pourrait viser pas mal de pathologies, notamment avec une rééducation avec un biofeedback en temps réel, comme on peut le voir ici. Les sujets marchent sur un tapis avec l'affichage en direct à l'écran de la répartition de leur force et pression plantaire avec une valeur cible à atteindre. Ça a été fait dans plusieurs études, notamment celle de Luc Arquet en 2018. Et les stratégies motrices au niveau des pics de force sont effectivement modifiées par ce biofeedback. Et donc, comme je l'ai dit, l'intérêt pourrait être aussi au niveau sportif, afin de faire le lien entre la fatigue et la variation de ces profils,
notamment chez les pratiquants de marche athlétique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour les questions. Oui. Excusez-moi, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait proposer des semelles ou des chaussures différentes du coup en fonction de l'âge en fait? Enfin, est-ce que en fonction de... parce que visiblement les personnes âgées amortissent plus et les personnes contrôle sont plus... Alors les personnes âgées sont plus dans la propulsion avec les vitesses élevées, elles sont plus dans l'amortissement quand c'est à vitesse lente. Après, on peut voir aussi que quand il y a les variations et quand on met en évidence les groupes, on a des répartitions des fois avec 60% de personnes qui sont propulseurs et 40% qui sont amortisseurs. Donc il y a aussi des stratégies individuelles qu'il faudrait analyser plus précisément. Je reviens sur le groupe âgé. Là par exemple ici, il y a 42% qui sont amortisseurs et 58% qui sont propulseurs. Donc voilà, là c'était l'inverse, ils sont plus propulseurs avec l'augmentation de la vitesse. Après, le fait de mettre des semelles, je ne pense pas que ça va jouer vraiment, étant donné que là on a des différences avec la vitesse. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un impact à une certaine vitesse, mais qu'à une autre vitesse différente, l'impact du coup serait encore différent. Donc je ne pense pas que ça... Merci pour la présentation. Je voulais juste rebondir sur la question. Quel pourrait être le rôle des chaussures dans les résultats? Alors là, il marchait pieds nus, du coup, sur le tapis. D'accord. Ok, merci. Ça répond à la question. Est-ce qu'on peut faire des liens avec les troubles de l'équilibre chez les personnes âgées? Est-ce que vous avez déjà pensé à... Enfin, est-ce que, comme il y a une inversion des tendances là, Oui. est-ce qu'on peut mettre ça en corrélation avec les troubles de l'équilibre, où ça a déjà été prouvé que ça n'a rien à voir avec le pattern de marche? Alors, avec les troubles de l'équilibre, il y a des études qui montrent, et notamment chez les personnes âgées obèses, que le centre de gravité peut être plus vers l'avant. Alors ça, c'est en cas de personnes obèses. Donc il faudrait voir s'il y a un lien avec ça. Il y a aussi des différences au niveau de l'activation neuromusculaire chez les personnes âgées qui activent plus. Donc est-ce qu'une activation plus importante au niveau des fléchisseurs plantaires, c'est ça qui fait qu'on a une propulsion qui est plus importante chez les personnes âgées? C'est pour ça qu'en perspective, j'ai mis qu'il faudrait réaliser une analyse électromyographique pour pouvoir voir s'il y a un lien avec les stratégies musculaires, enfin neuromusculaires qui sont mises en place et le lien avec ce qu'on observe ici. Pour rebondir, vous n'avez pas fait de lien entre les résultats que vous observez et les troubles fonctionnels, par exemple, observés chez les personnes âgées que vous avez testées? Non, pas chez celles qu'on a testées, non. Pas... Là, on a juste analysé l'effet de l'âge, vraiment. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est quel est finalement le profil optimal? Est-ce qu'il y en a un? Parce qu'à la fin, vous évoquez les pistes de rééducation. Oui. Mais si on parle de rééducation, ça veut dire qu'on sait vers quoi on doit aller. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on a défini un profil qui semblerait être celui qui serait le meilleur. Dans les études là où ils ont fait des protocoles de biofeedback, ils essayent de corriger uniquement en fait le pic de propulsion, parce que ça a été démontré, ce que je disais chez les personnes âgées, que le pic de propulsion est diminué comparé à des sujets sains. Donc ils essayent de corriger ce pic de propulsion uniquement. Par contre, ils ne parlent pas du pic amortisseur. Donc pour l'instant, il n'y a que ce genre d'études qui existent, donc ça reste encore à explorer. Je reviens juste à la question en fait, pour le profil. En fait, normalement, pour le groupe contrôle, normalement pour une vitesse de confort, il est normalement les propulseurs. Parce que la marche, c'est la propulsion, donc il va chercher la propulsion. Sauf qu'en augmentant la vitesse, il passe à un profil amortisseur. C'est maintenant, on passe à profil chercher l'équilibre plutôt que la propulsion. Sauf que chez les personnes âgées, normalement, ils doivent être en fait propulseurs sur leur vitesse de confort. Sauf qu'en augmentant la vitesse, il reste encore propulseur. On peut dire que vraiment les personnes âgées ne sont pas capables de trouver leur profil d'amortissement pour équilibrer pour une vitesse qui est beaucoup plus importante en fait. La prendre vitesse de confort. Ouais. Oui. C'est ça, bonjour à tous.
Donc juste avant de commencer, je tiens juste à m'excuser puisque je vais vous présenter en français, mais vous allez trouver le diapo en anglais. Et donc ça peut aider par exemple notre collègue de l'université japonaise qui est ici dans la salle. Donc le colloque RSPDL devient international cette année. Et donc ça peut lui aider de comprendre ce qu'on a fait ici dans cette étude. Donc je vais vous parler d'une étude qui a fait partie de ma thèse, qui a été réalisée ici au laboratoire MIP, au FR STAPS de Nantes, il y a environ 1 an et demi maintenant. On s'est intéressé aux adaptations mécaniques et aux changements au niveau de la souplesse après 2 types d'étirements chroniques spécifiques. Donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et donc juste pour vous contextualiser, en fait, si on parle de souplesse, en fait sur le muscle isolé, donc c'est-à-dire ex vivo, si on prend par exemple un modèle animal, la souplesse va correspondre ici à la longueur maximale du muscle avant sa rupture. Et donc si on place des capteurs de force sur les extrémités, on peut arriver à tracer des courbes comme ça, cette relation entre la longueur musculaire et la tension passive qui est exercée dans le muscle qui est en train d'être étiré. In vivo, donc c'est-à-dire chez l'homme, c'est un peu plus difficile puisque pour des raisons éthiques, cette relation entre la longueur et la tension passive va être plutôt estimée par des machines comme ça, des ergomètres isocinétiques, qui vont permettre en fait d'estimer l'angle articulaire, ici de la cheville en flexion dorsale, et le passive torque, donc le couple passif, qui va être développé ici dans cet exemple par l'ensemble des structures qui croisent la cheville et qui vont être étirées pendant la flexion dorsale ici. Donc je vous parle de plusieurs muscles fléchisseurs plantaires, des tendons bien évidemment, et d'autres structures telles que des fascias, la peau par exemple, des structures intra-articulaires, des nerfs et des vaisseaux. Donc cette relation en fait, elle est très utilisée dans le milieu de la recherche, donc l'amplitude articulaire et le couple passif pour caractériser ou pour déterminer les effets des étirements chroniques au niveau mécanique. Donc ça permet de dire si on a eu des changements après étirer de façon répétée sur plusieurs semaines sur un groupe musculaire. On sait en fait si on étire de façon répétée sur plusieurs semaines qu'on va très probablement augmenter l'amplitude du mouvement articulaire, donc c'est-à-dire la souplesse. Ici, vous avez un exemple d'une méta-analyse montrant en fait ici que pour l'étirement des fléchisseurs plantaires, on a globalement une augmentation de l'amplitude de mouvement de la cheville en flexion dorsale. Ce qui est moins clair, ce sont les adaptations mécaniques, c'est-à-dire que on va très sûrement trouver une augmentation de l'amplitude de mouvement, mais au niveau du couple passif, donc au niveau de la raideur du complexe muscle-tendon, c'est beaucoup moins clair et la plupart des études ne montrent pas d'effet. Donc, dans l'ensemble, ces études en fait ont amené le chercheur et la littérature à privilégier cette théorie qu'on appelle en anglais le sensory-based theory pour expliquer en fait le changement, l'augmentation de l'amplitude de mouvement après un étirement chronique plutôt par une augmentation, une amélioration de la perception à l'étirement plutôt qu'un changement au niveau de la raideur du complexe muscle-tendon. Cependant, quand on analyse l'ensemble de ces études, en fait, il faut prendre en compte 4 points majeurs avant d'interpréter ces résultats. Donc, le premier, c'est que la plupart des études s'intéressant aux propriétés mécaniques du muscle et ils utilisent de durée d'étirement. Donc l'étirement sur plusieurs semaines par exemple, assez courte et notamment inférieure à 8 semaines. Et nous on pense qu'il faut étirer peut-être pendant plus longtemps pour avoir plus d'effets au sein d'un muscle et notamment au niveau des propriétés mécaniques du muscle. Deuxième point, c'est que
toutes ces études en fait, ont utilisé le couple passif pour caractériser la raideur. Et or, on sait, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le couple passif est donné par la résistance à l'étirement des structures, de l'ensemble des structures qui sont étirées. Donc, on a des structures musculaires et après, on a aussi d'autres structures comme le tendon, la peau, les structures intra-articulaires qui ne sont pas forcément musculaires, mais qui sont aussi étirées pendant le mouvement articulaire. On a aussi un troisième point, l'effet des étirements. On pense que les étirements chroniques doivent avoir un impact sur des régions spécifiques au niveau de même muscle et sur un muscle précis au sein de plusieurs muscles, donc c'est-à-dire d'un groupe musculaire. Et finalement, le dernier point, on pense aussi que des structures qui ne sont pas forcément musculaires, telles que le fascia et le nerf périphérique, ici vous avez le nerf sciatique qui croise plusieurs articulations, peuvent être étirés sur certaines configurations articulaires et donc limiter l'amplitude de mouvement quand ils sont étirés totalement. Et on sait aussi, puisqu'on a fait des études préalables, que l'étirement, par exemple, du nerf sciatique va avoir un impact très petit au niveau du couple, donc la résistance globale mesurée par l'ergomètre. Et donc c'est pour ça que pour cette étude, on s'est posé 12 hypothèses. Donc la première, c'est que des étirements musculaires visant le fléchisseur plantaire et des étirements nerveux visant le nerf sciatique avec une durée un peu plus longue par rapport à ce qu'on trouvait dans la littérature, donc ici 12 semaines au lieu des classiques 8 semaines, augmenterait tous les deux l'amplitude articulaire de la cheville en flexion dorsale. Et en deuxième hypothèse, on a hypothétisé en fait que les 12 étirements allaient déclencher des altérations, des changements spécifiques mécaniques dans chacune des structures, donc musculaires et nerveuses, en fonction de l'étirement qui a été fait. Donc pour cela, on a recruté 60 personnes ici à l'UFR STAPS de Nantes qui ont été réparties sur 3 groupes expérimentaux différents. Donc un groupe, on faisait des étirements pour le nerf sciatique. Un deuxième groupe, on faisait des étirements pour le muscle fléchisseur plantaire. Et un troisième groupe, contrôle. Donc l'ensemble des 60 participants volontaires ont fait en premier une session de familiarisation avec toutes les procédures, tous les tests d'évaluation. Ensuite, ils ont fait une première évaluation. On a mesuré plusieurs variables et je viendrai là-dessus juste après. Ils ont commencé l'intervention qui a duré 2 semaines et après, on a refait le protocole d'évaluation. Donc concernant les variables, on a mesuré en utilisant un ergomètre isocinétique l'amplitude de mouvement articulaire maximale en flexion dorsale de la cheville et on a mesuré aussi le couple passif sur 2 positions. Une position assise avec la hanche à 90 degrés où on pense que sur cette position le nerf sciatique va limiter l'amplitude de mouvement articulaire de la cheville et une position avec la hanche en position neutre, on pense que l'amplitude de mouvement de la cheville en flexion dorsale va être plutôt limitée par les muscles fléchisseurs plantaires qui vont être étirés. En troisième variable, en fait, on a mesuré la raideur de ces structures, donc du nerf sciatique et des muscles fléchisseurs plantaires, en utilisant une nouvelle technologie d'échographie, donc l'élastographiie par onde de cisaillement, qui va permettre en fait de mesurer la vitesse de l'onde de cisaillement, et on sait que cette vitesse de l'onde de cisaillement est liée à la raideur. Donc on peut l'utiliser comme un indice de raideur. Donc c'est ce que vous voyez ici par exemple pour le nerf sciatique qui est là avec le biceps fémoral. Donc la mesure, elle était une mesure échographique classique ici, qui a été prise au niveau de la cuisse.
Et en haut, une carte colère qui en fait permet de mesurer la raideur. Et à partir de cette carte colère, on peut tracer le même graphique comme vous avez vu tout à l'heure pour le couple passif, la mesure globale donnée par l'ergomètre. On peut tracer en fait l'angle articulaire et la raideur, donc la vitesse non cisaillement ici. Donc on a refait tout ça pour le nerf sciatique et après pour le gastrocnémien médial latéral et le soliaire. Et on a ensuite divisé chacun de ces muscles en plusieurs régions. Donc je vais vous présenter maintenant le résultat pour chaque protocole étirement. Donc voici ici le protocole étirement pour le nerf sciatique, donc les étirements nerveux, qui ont été faits pendant 12 semaines, 5 fois par semaine ici au laboratoire. Et en fait, chaque exercice a été fait 5 fois avec une phase statique de 45 secondes. On avait validé cette étude avant au préalable en faisant d'une façon aiguë. Donc on a fait une étude préliminaire pour montrer que cet exercice en fait était intéressant pour mesurer, pour étirer le nerf sciatique sans avoir forcément un changement mécanique de la raideur au niveau du muscle fasciaire plantaire puisqu'ils ne sont pas étirés sur cette position. Ils sont en position, la cheville elle était en position neutre. Donc en ce qui concerne le résultat, je vais vous présenter d'abord le résultat pour cet étirement. Dans cet ordre, donc ROM, c'est l'amplitude de mouvement articulaire en flexion dorsale. Torque, c'est le couple passif, donc mesure globale donnée par l'ergomètre. Et SSI muscle, la raideur du muscle donnée par l'élastographie. Et SSI nerf, c'est la raideur du nerf sciatique. Donc comme vous pouvez regarder ici, on a eu une amélioration de la souplesse après les 12 semaines d'étirement pour le groupe qui a étiré le nerf sciatique sur les deux positions de test, position assise, position neutre, sans avoir un changement au niveau du groupe contrôle sur les deux positions. En analysant le couple passif, on n'a pas eu de changement. Après l'étirement nerveux et pas de changement aussi pour le groupe contrôle sur les deux positions. Donc peut-être que le nerf sciatique, l'étirement du nerf sciatique a une petite influence sur la mesure globale de couple passif. On n'a pas eu de changement au niveau de la raideur du muscle fasciaire plantaire, ici représenté par le gastrocnémien médial, mais on a trouvé les mêmes résultats pour l'ensemble du muscle fasciaire plantaire mesuré. Et ensuite, on a trouvé une diminution significative de la raideur du nerf sciatique sans avoir un changement pour le groupe contrôle. Et donc, on a constaté aussi que les gains en souplesse sur la position assise après avoir fait un protocole étirement pour le nerf sciatique était lié ou corrélé avec le pourcentage de perte de raideur sur le nerf. Donc voilà, les étirements nerveux permettent d'améliorer l'amplitude de mouvement en changeant ici les caractéristiques mécaniques du nerf et sans avoir un changement au niveau du muscle fasciaire plantaire. Donc je vous présente maintenant le résultat, d'abord le protocole des étirements musculaires et après les résultats. Et donc on a fait deux types d'étirements aussi ici. Le premier visant plutôt de structure biarticulaire, donc plutôt le gastrocnémien médial latéral, et le deuxième en essayant de viser plutôt de structure musculaire monoarticulaire comme le soliaire. Donc la durée du protocole elle était la même par rapport au groupe étirement nerveux. Donc je vous laisse en haut à gauche les résultats pour le groupe étirement nerveux pour que vous puissiez comparer avec les résultats du groupe étirement musculaire que je vais présenter maintenant. Et donc pour les étirements musculaires, en fait, on a trouvé une augmentation de l'amplitude de mouvement de la cheville pour le groupe qui a étiré le fléchisseur plantaire, mais seulement sur la position de la hanche en position neutre, puisque sur cette position, on pense que c'est plutôt le nerf sciatique qui limite l'amplitude de mouvement maximale en flexion dorsale de la cheville.
concernant au couple passif, on a trouvé une diminution du couple passif après l'étirement, comme vous pouvez constater ici, sans avoir un changement pour le groupe contrôle, et on n'a pas vu de changement pour cette position assise, encore une fois, où le nerf doit limiter l'amplitude de mouvement avant d'avoir un effet sur le muscle. Et en regardant le résultat des effets des étirements musculaires sur le muscle. Donc ici, on a pu constater une diminution de la raideur, ici représentée pour le gastrocnémien médial, après avoir fait 12 semaines d'étirement. Et en fait, on a constaté que cette diminution elle était hétérogène au sein d'un groupe musculaire, même si on a eu une tendance pour l'ensemble des muscles à la diminution de la raideur. Mais par exemple, pour le soliaire, on n'a pas trouvé une diminution significative de la raideur. Et elle était aussi différente ou hétérogène au sein du même muscle. Par exemple, pour le gastrocnémien médial, on a trouvé plutôt un changement au niveau de la portion distale et intermédiaire, et on n'a pas trouvé un changement significatif au niveau de la portion distale. Et globalement, on pense que cette diminution de la raideur elle peut être liée à une petite augmentation de la longueur de fibres musculaires, de fibres musculaires qui a été trouvée au niveau du gastrocnémien médial et latéral. Et finalement, pas de différence au niveau de la raideur du nerf sciatique en faisant les étirements musculaires. Donc finalement, on a deux types de stratégies différentes pour améliorer l'amplitude de mouvement articulaire de la cheville en flexion dorsale et en même temps pour induire des changements mécaniques sur chacune des structures évaluées ici dans cette étude. Donc si on veut induire plutôt un changement mécanique au niveau du muscle fléchisseur plantaire, il faut étirer plus de 8 semaines d'abord, et puis en faisant des exercices comme ça avec par exemple la position de la hanche en position neutre. Si on veut plutôt étirer le nerf sciatique et avoir des changements mécaniques au niveau du nerf sciatique, peut-être qu'il faut fléchir la hanche et faire ce type d'étirement. Et donc cela a bien évidemment des conséquences, notamment d'abord pour mieux comprendre les effets des étirements chroniques, et notamment pour des gestes sportifs, par exemple, on peut utiliser soit plutôt d'amplitude de mouvement articulaire où les muscles vont jouer un rôle plus important, ou pour d'autres gestes sportifs pluriarticulaires où on va mettre en tension des structures pas forcément musculaires comme le fascia et le nerf, et aussi des conséquences pour des conditions cliniques où il y a soit un raccourcissement des faisceaux musculaires, soit une augmentation de la raideur musculaire. Merci. Merci Ricardo. On a du temps pour les questions. J'ai une petite question, mais je suis complètement néophyte. Quand vous étirez du coup le muscle, quelle est la limite en fait maximale que vous autorisez à... En fait, la limite qu'on a définie sur cette étude, quand on a fait les étirements jusqu'au maximum, jusqu'au début de la douleur d'étirement. Donc c'est subjectif. Okay. Oui, c'est subjectif. Donc c'est une des limites, ça peut être une des limites de notre étude aussi. Donc finalement, c'est subjectif parce que en fait, l'amplitude de mouvement articulaire, elle est déclenchée par le participant. Donc par exemple, si tu es sujet, c'est à toi de définir ton maximum. Donc juste concrètement, ce qui est demandé au sujet, c'est on arrête quand vous ressentez une douleur. Oui. D'accord. C'est pour ça. Ok. Moi, j'ai une petite... Pardon. Oui. J'ai une petite question aussi. Est-ce que vous avez contrôlé le niveau de souplesse initiale des participants? Entre le groupe? Oui. Non, entre le groupe, on n'a pas comparé le niveau de souplesse, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de tests statistiques pour voir si chaque groupe était au même niveau. Mais en comparant les données, je pense qu'ils étaient à peu près au même niveau. Et on s'intéressait plus à voir les effets entre avant et après l'étirement pour chaque groupe en spécifique. Mais les valeurs de base, qu'on appelle de baseline, elles étaient à peu près les mêmes.
Mais je ne peux pas te dire significativement si c'était... je me souviens plus. Comment est-ce que vous expliquez que seul le chef médial des gastrocnémiens a vu l'augmentation significative, tandis que le solaire et le chef latéral sont restés équivalents? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse, peut-être pas. En fait, sur les gastrocnémiens médiales, ça aurait été plutôt facile d'expliquer, puisque une étude qui a été faite dans notre laboratoire précédente a montré par exemple que la région distale ici du chef médial et intermédiaire sont les structures, les régions qui vont être le plus étirées pendant un mouvement articulaire en flexion dorsale par rapport aux autres régions. Après, par exemple, on a eu un changement ici, donc ça aurait été plus facile de dire on a étiré plus finalement ces régions qui ont été le plus étirées, et donc c'est pour ça qu'on a eu un résultat plus significatif pour ces régions. Mais après, finalement, on trouve ici aussi une diminution au niveau de la partie proximale de GL. En tout cas, sur la mesure, par exemple, c'est là où on trouve, puisqu'on a fait des tests avant, et on trouve une erreur de mesure plus importante. Donc, ce sont les deux pistes qu'on a définies. Merci pour ta présentation. Tu parlais par rapport à l'étirement du triceps, que la diminution de la raideur du muscle, ça pouvait être lié à une augmentation de la longueur des fils. Est-ce que pour le nerf, la diminution de la raideur du nerf peut être liée à une diminution du volume du nerf? Ou une augmentation de longueur des fibres nerveuses? Je ne sais pas. Ça peut être lié. En fait, l'étirement de nerf, c'est quelque chose de plus complexe qui est mettre en tension le nerf et mettre en tension par un positionnement spécifique de plusieurs articulations. Donc, peut-être que le trajet de nerf il peut changer. Mais par rapport au volume, je ne sais pas. Juste pour prolonger la question, en fait, globalement, quand on mobilisait l'étirement intermédiaire, vous avez une modification comme il est trappé, c'est une diminution de la raideur, qui pourrait potentiellement être liée à une augmentation de la longueur du nerf, mais en fait, il y a d'autres hypothèses. Si c'était celle-ci qui était retenue, est-ce que potentiellement ça pourrait avoir un impact sur la physiologie du nerf? Est-ce que le fait de tirer le nerf pourrait avoir un impact sur sa fonction? Il y a une étude qui montre en fait que quand on met en tension le nerf et on fait une mobilisation, ça c'était plutôt au niveau du membre supérieur, qu'on peut avoir par exemple quand on mobilise le nerf, une augmentation au niveau proximal en faisant ce mouvement-là et en étirant par exemple le nerf médian, qu'on peut avoir une petite augmentation au niveau de l'activité musculaire, des muscles par exemple de trapézius, biceps, triceps. Donc peut-être que ça peut avoir un impact. Après, je pense qu'il y a des études qui montrent aussi qu'il n'y a pas de changement au niveau de la force isométrique maximale sur des positions où on met en tension le nerf sciatique. Donc ça reste à étudier. Il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de ce colloque, je suis heureux de vous présenter cette étude intitulée, comme ce que M. Cornu a dit, Analyse du profil force-vitesse du sportif au cours du soulevé de terre haut, la méthode de plateforme de force contre la méthode d'accéléromètre. Cette étude a été réalisée au sein du laboratoire Motricité, Interaction et Performance, le site du Mans. Le profil où la relation force-vitesse est la force maximale que l'on est capable de produire en fonction de la vitesse. À partir des années 1980, plusieurs auteurs ont montré que cette relation peut être modélisée à partir d'une régression linéaire. L'intersection de cette relation avec les axes de la vitesse et de la force nous permet d'extrapoler la vitesse théorique maximale
de contraction sans résistance, V0, et la force théorique maximale isométrique, F0. Le produit de la force et la vitesse nous permet d'estimer la puissance qu'un individu est capable de produire. Plus particulièrement, la puissance maximale, Pmax, au sommet de la courbe. L'évaluation du profil force-vitesse nous permet d'aider les sportifs à déterminer leurs points forts et leurs points faibles, dans le but d'améliorer leur performance explosive. Comme dans cet exemple, le sujet 1 en couleur orange est relativement fort en force et faible en vitesse. Et le sujet 2 en couleur noire, fort en vitesse et faible en force. Ces deux sujets peuvent produire la même puissance maximale, mais ils peuvent avoir des programmes différents pour développer leurs points faibles afin d'améliorer plus efficacement leur puissance maximale. Même puissance maximale, mais ils peuvent avoir des programmes différents. On parle de la relation force-vitesse, mais quelle force et quelle vitesse parlons-nous? Il y a deux points de vue. Soit on prend tout ce système corps plus charge en compte, soit on ne considère que la charge. Pour la première méthode de mesure, on mesure directement la force avec une plateforme de force. Et à partir de la seconde loi de Newton, on peut calculer l'accélération, et en intégrant l'accélération, on peut calculer la vitesse, et puis on calcule la puissance. La seconde méthode de mesure est souvent réalisée en attachant un accéléromètre à la charge. On mesure ainsi l'accélération. Et on calcule la vitesse. Et en appliquant la seconde loi de Newton, on peut calculer la force appliquée à la charge et en déduire la puissance. Pour les mouvements relativement simples, comme le squat ou le développé couché, plusieurs études ont montré que l'accélération de la charge et celle du système complet sont identiques. Donc, les résultats, selon les deux méthodes, sont similaires. Mais jusqu'à ce jour-là, on ne sait pas, pour les mouvements relativement complexes, ça veut dire qui impliquent à la fois les membres supérieurs et inférieurs, avec les deux méthodes de mesure, produire les résultats similaires et comparables. Ainsi, l'objectif de cette étude est de quantifier les différences de valeurs entre les paramètres mécaniques mesurés avec la plateforme de force et accéléromètre pour un mouvement relativement complexe, le soulevé de terre haut, et analyser l'impact de ces différences sur les relations force-vitesse et sur les paramètres extrapolés, ça veut dire les valeurs théoriques maximales F0, V0 et Pmax. Il a tous les sujets participé à notre étude en réalisant 2 sessions de familiarisation à ce mouvement et une session d'expérimentation. Dans chaque session, après un échauffement standardisé, chaque sujet réalisait 3 répétitions à des charges allant de 30 jusqu'à 70% de sa masse corporelle dans un ordre randomisé. Pour chaque répétition, on mesure simultanément les forces, vitesse et puissance avec les deux méthodes de mesure, ce qui nous permet d'établir respectivement le profil force-vitesse et puis extrapoler les valeurs théoriques maximales. Au niveau des résultats, quelle que soit la méthode considérée, on peut observer que la force augmente avec l'augmentation de la charge. Bien évidemment, la force selon la méthode de plateforme de force sont bien plus importantes que celles déterminées avec l'accéléromètre, parce que la méthode de plateforme de force prend toute la masse en mouvement en compte, mais la méthode d'accéléromètre ne prend qu'une partie. Cependant, on voit une très bonne corrélation
très bonne corrélation avec les résultats, avec les forces mesurées avec les deux méthodes. Mais quand on regarde les résultats, ce paramètre diminue avec l'augmentation de la charge. Ça, c'est bien logique. Avec une charge légère, on peut faire ça très rapidement. Avec une charge lourde, on fait ça moins rapide. Mais cette fois-ci, c'est la méthode d'accéléromètre qui est à peu près 2 fois plus importante que celle déterminée avec la plateforme de force. Comme pour la force, même si cette corrélation est moins bonne, mais c'est quand même acceptable, cette corrélation entre ces deux méthodes. Enfin, quand on regarde la puissance ici, on n'observe pas d'évolution de la puissance en fonction de la charge. On peut se demander s'il y a une compensation entre les différentes parties du corps pour produire une puissance maximale avec les charges différentes. Ça, c'est contrairement aux études qui sont faites sur les mouvements relativement simples, comme le soulevé de terre, ou comme le développé couché ou le squat. Tous les autres mouvements, l'évolution de la puissance sont encore paraboliques. Et la corrélation entre les valeurs de ces deux mesures, est quasiment nulle. Enfin, quelle que soit la méthode considérée, les profils force-vitesse déterminés pour chaque sujet sont toujours linéaires et conformes à ce qui est décrit dans la littérature. Cependant, on voit que selon la méthode utilisée, le profil établi peut être très différent. Comme dans cette figure, la pente de ces deux profils sont bien différentes. Et cela peut avoir des conséquences importantes pour la caractérisation du profil force-vitesse et de sa prise en charge dans un programme d'entraînement ou de rééducation. On ne note d'ailleurs aucune corrélation entre les paramètres extrapolés, force, vitesse et puissance. Tout ça, les valeurs, la corrélation est très mauvaise. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller trop loin, même pour la force et la vitesse. Si on compare les valeurs mesurées, il y a une corrélation bonne ou acceptable, mais si on va aller trop loin, les valeurs extrapolées, les erreurs s'amplifient. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que le déplacement de la charge et celui du système complet ne sont pas la même. Si on observe la position du centre de masse de la charge et celui du centre de masse du système complet entre le début et la fin du mouvement, on peut voir que le déplacement de la charge est à peu près le double de celui du centre de masse du système complet. Mais sur la même période du mouvement, ça explique pourquoi la vitesse mesurée selon la plateforme est à peu près 2 fois plus importante que celui mesuré avec la plateforme de force. Si on observe l'évolution de la force au cours du mouvement, on voit que la force se développe de manière différente. Ça veut dire que la charge et le corps bougent en même temps, mais de manière différente. Jusqu'à ici, on peut dire que ces deux méthodes, la plateforme de force et l'accéléromètre, sont à la fois
corrélée et distincte. Pour la méthode de plateforme de force, il prend toute la masse en mouvement en compte. Et il mesure l'effort depuis le tout début du mouvement. Mais pour l'installation de l'équipement et pour l'analyse des données, la méthode de taxidromètre est bien plus pratique. Mais un désavantage est qu'elle ne peut pas détecter la force pendant les premières dizaines de millisecondes où la barre ne commence pas encore à bouger. C'est vrai que la méthode de taxidromètre ne prend qu'une partie de l'effort en compte. Mais pour la plupart du sport, cette partie est souvent la partie plus intéressante, comme pour l'haltérophilie ou un sport encore plus amusant, lancer du fil de pierre haut. Dans ce type de sport, seuls les efforts faits à la charge comptent dans les résultats. Pour conclure, la méthode taxidromètre a des avantages clairs par rapport à la méthode plateforme de force, notamment en raison de son pragmatisme et de sa simplicité de mise en œuvre. Je vous remercie de votre écoute et toutes les questions sont les bienvenues. Bien, merci pour cette présentation. Il vaut mieux la voir que la goûter la bière. Est-ce que vous avez des questions? Merci, oui. Est-ce que ça a déjà été fait ou est-ce que ça a comparé juste en soustrayant le poids de forme dans la méthode de la plateforme de force pour simplifier le système juste à la masse, mais avoir toujours une mesure d'accélération de la barre via la plateforme? À la plateforme. Quand tu es en mesure de plateforme, tu peux soustraire le poids du sujet mesuré par la plateforme. Et dans ce cas, tu obtiendras une action seulement liée au mouvement de ta barre. Ah oui, oui c'est ça. Si l'accélération, si comme le mouvement simple, ça veut dire que comme le squat ou comme le développé couché, toutes les études ont montré que l'accélération de la charge et du corps sont à peu près identiques. Si c'est comme ça, même si on ne subtrait pas le poids du corps, tous les résultats doivent être similaires. Même si la valeur n'est pas pareille, mais la forme doit être la même, les valeurs doivent être proportionnelles au cours de ça. Si ce n'est pas le cas, il y aura quelque chose de différent entre la charge et le corps. C'est comme ce qu'on a montré ici. Ces deux choses ces deux choses bougent de manière différente. Donc, si ces deux choses bougent de manière différente, c'est très peu possible qu'on soustrait le poids du corps peut avoir quelque chose, comment on dit ça, peut avoir quelque chose, je ne peux pas dire que pas intéressant, mais on ne peut pas avoir quelque chose représentatif de l'effort vraiment appliqué à la charge. Parce que c'est vraiment parce que la méthode de plateforme de force a encore un grand défaut, c'est qu'il ne peut pas prendre en compte les mouvements relatifs des segments différents. Ça, c'est également une grande source qui introduit des variations de performance. Question? Là, tu nous présentes en fait deux méthodes, tu compares deux méthodes qui permettent d'obtenir finalement des profils force-vitesse. Et tu montres que si les valeurs sont corrélées, finalement, ça donne des profils force-vitesse qui sont différents selon la méthode que tu utilises.
Et de fait, s'ils sont différents, laquelle selon toi est la plus pertinente à mobiliser, indépendamment du fait qu'il y en ait une qui soit plus simple à mobiliser que l'autre? Du point de vue théorique, celle qui donne le profil vitesse qui est plus proche de celui de l'athlète. Ah oui, ça comme ce qu'on a analysé ici, ça dépend plutôt du point de vue et de l'objectif. Si on veut mesurer combien, par exemple, combien de calories on a brûlé, bien sûr, il faut prendre en compte toute la masse que l'on fait brûler. Si on veut simplement mesurer la performance qui compte dans les sports, comme le lancer du bois, l'haltérophilie, s'il n'y a pas une performance identique et puis on mesure le poids de l'athlète, si on ne va pas si ce n'est pas nécessaire pour ça, c'est seul l'effort fait à la charge qui compte. Donc, dans ce cas-là, c'est la méthode taxidromètre qui est plus pertinente. Mais si on mesurait combien de chaleur brûlée, ça, bien évidemment, c'est la plateforme de force qui prend en compte plus de choses que l'autre. Il y a une dernière question? Non? On va s'arrêter là, merci beaucoup.